Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. C'est le 9 mars 1661 qu'est mort le cardinal Mazarin, principal ministre de l'État, tourmenté par la goutte et la maladie depuis longtemps et qui a dû s'arracher aux douceurs et aux richesses d'un monde dont il avait su profiter. On sait que l'héritage de celui qui avait d'abord été collaborateur du cardinal de Richelieu, l'héritage de Mazarin est considérable. Il venait des Abruzzes, celui qu'on aurait pu considérer à l'origine comme un aventurier entré au service de la France et qui, peu à peu, gravissant toutes les marches, est parvenu à se hisser au sommet de l'État. Mazarin laisse une Europe pacifiée et une monarchie dont on doit pouvoir dire, après les épisodes terribles de la Fronde, qu'elle sort de tout cela renforcée. Louis XIV est encore jeune, en mars 1661, il a 22 ans et demi. Sauf que maintenant, il a décidé, après avoir laissé gouverner son parrain et principal ministre, il a décidé qu'il n'y aurait plus de ministre aussi puissant. Et dans le célèbre conseil qu'il tient ce matin-là, et qui est une des pages tout à fait connues de l'histoire de France, il annonce à tous ceux qui travaillent désormais avec lui qu'il se passera de principal ministre, qu'il dirigera seul son royaume. Vous m'aiderez de vos conseils lorsque je vous les demanderai, dit-il simplement au ministre, un peu abasourdi qu'il l'entende. Formidable coup de majesté qui donne le départ, qui donne le coup d'envoi d'un règne personnel qui va durer plus d'un demi-siècle, qui va porter le royaume de France à l'apogée de sa gloire et l'absolu monarchique à son paroxysme. On parlera, pour évoquer l'époque de Louis XIV, de grands siècles. On parlera de grands rois et l'histoire évoquera le roi Soleil. Évidemment, les plus grandes pages, ou les plus connues en tout cas, de ce règne absolu seront écrites à Versailles, ce palais d'or et de glace, où le souverain et sa cour s'installent à partir de 1682 de manière définitive. Avant Versailles, il y a eu une autre résidence royale, c'était le château de Saint-Germain, le château de Saint-Germain-en-Laye, mais il arrivait très souvent que la cour s'installe au cœur d'une forêt giboyeuse, aménagée un siècle et demi plus tôt par François Ier, dans un château assez extraordinaire où celui que le 19e siècle surnommera donc le roi Soleil va déployer ses premiers rayons. Dès le 20 avril 1661, c'est-à-dire 10 jours après la mort de Mazarin, le jeune roi décide d'aller changer d'air et d'aller passer la plus belle moitié de l'année à Fontainebleau, car c'est bien de Fontainebleau qu'il s'agit. La reine à l'époque est enceinte, on attend la naissance de cet enfant qui deviendra d'ailleurs le grand dauphin. Le bon air de Fontainebleau convient à la reine et puis ça permet Fontainebleau de s'amuser, de se promener. Madame de Motteville dit le bal, les comédies, les promenades en calèche et les chasses étaient fréquentes. Enfin, de tout ce qui peut divertir ne semblait pas manquer dans cet admirable séjour. Madame de Motteville est très proche de la reine-mère. Anne d'Autriche, qui surveille tout ça d'un œil qui tente à se froncer assez souvent. Le séjour marque donc les débuts d'une histoire qui sera en quelque sorte l'histoire glorieuse de Fontainebleau sous le règne de Louis XIV, histoire parfois tourmentée, souvent joyeuse. C'est Saint-Simon, le petit duc, qui dira « C'était un autre crime de n'aller point à Fontainebleau qu'il regardait comme Versailles. Le « il » sous la plume de Saint-Simon, ça désigne toujours le roi. » Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors, vous savez que les origines de Fontainebleau sont un petit peu mystérieuse. Son nom proviendrait d'une fontaine, la fontaine Bliot, qui offrait une source désaltérante dans les déserts de sable et de roches des collines environnantes. C'est un paysage tout à fait merveilleux et pour ceux qui ne connaîtraient pas la forêt de Fontainebleau, je ne peux que les encourager à aller s'y promener. C'est un des paysages les plus inouïs qu'on puisse voir dans toute cette région de l'Île-de-France. Au fil des siècles, la fontaine est devenue fontaine Belle-Eau, un nom qui apparaît au XIIe siècle, au moment où l'on construit le premier manoir. C'est un château de chasse, si vous voulez.
au cœur de la forêt de Bière. Ce château médiéval est honoré du titre de palais parce qu'il accueille déjà les rois capétiens. Et Saint-Louis aime à se retirer dans ce qu'il appelle ses déserts. Quelques décennies plus tard, c'est le roi de fer, c'est Philippe le Bel qui sera le premier roi de France à naître à Fontainebleau, mais aussi à y mourir. En pleine épidémie de peste noire au XIVe, Fontainebleau devient une résidence assez privilégiée parce que l'air y est sain. Charles V y installe une bibliothèque qui ne doit plus quitter désormais le château. Seulement, c'est la guerre de 100 ans. La cour délaisse un peu Fontainebleau pour le Val-de-Loire. Le château va s'user, si je puis dire, et c'est seulement au début du règne de François Ier qu'il va se préparer à une seconde vie. Je dis au début du règne, c'est après la catastrophe de Pavie, dont on célèbre là dans quelques jours le 500e anniversaire, des fêtes épouvantables de Pavie qui va entraîner la captivité du roi et son retour en France. De retour en France, François Ier comprend qu'il ne peut plus se permettre de résider sur la Loire et il vient s'installer en Île-de-France. Il se trouve que Fontainebleau est à la fois assez proche de Paris et assez éloigné de cette capitale pour constituer le séjour idéal dont François Ier va faire un véritable foyer artistique. Ce sera ce qu'on appelle l'école de Fontainebleau. Résidence extraordinaire des Valois de François Ier jusqu'à Charles IX. À la suite des guerres de religion, le premier Bourbon Henri IV s'approprie Fontainebleau. Il rappelle les artistes à la cour. Il magnifie tout le grand héritage déjà spectaculaire de François Ier. Il l'enrichit de jeux d'eau, de fontaines. Ça tombe bien dans un palais qui s'appelle Fontainebleau. Et c'est là que va naître d'ailleurs le futur Louis XIII. Le palais est agrandi, embelli. Ça devient un peu le berceau de la dynastie des Bourbons, si vous voulez. Et c'est ce palais dans lequel arrive donc Louis XIV, le 20 mars 1661. Palais voulu par François Ier, magnifié par Henri IV. Louis XIV est là, le jeune roi entouré de sa famille, de cette reine qui est au bord de l'accouchement. Il a bien l'intention de s'amuser pendant ce temps-là, le jeune Louis XIV. Ce sera, pendant l'été, le cœur battant de la France que ce Fontainebleau. Ça va être le théâtre d'un second coup de majesté peut-être encore plus extraordinaire. Vous écoutez Radio Classique. C'est une effervescence extraordinaire. Vous voyez les fourriers des logis qui sont en train d'essayer de loger la foule innombrable des courtisans qui cherchent un toit dans cette résidence qui, depuis longtemps, n'avait pas accueilli grand monde. Il y a des suites impressionnantes et les serviteurs n'ont qu'à aller loger en ville. Réception, promenade, partie de chasse, bien sûr, dans la très giboyeuse forêt. Les bals, également, se succèdent. Je cite Jean Loret qui va y aller de sa petite ode de cour. On se réjouit bien et beau, maintenant dans Fontainebleau, à tout chagrin on fait la moue, on court, on rit, on danse, on joue, on cause au bord des claires eaux, on y fait concerts et cadeaux, l'on s'y promène, l'on y chasse. De mai à juillet, ce sont donc les grands divertissements royaux conduits par ce jeune roi qui va bientôt être père, qui maintenant est libre de son destin et de conduire le royaume et qui s'amuse beaucoup avec sa belle-sœur, disons-le, avec Henriette d'Angleterre, qu'on appelle Madame à la cour et dont il s'est, disons-le, amouraché. Elle est encore toute jeune, 16-17 ans, cette jeune Anglaise d'origine française bien sûr, qui est l'épouse de son frère, qui subjugue la cour par ses charmes. C'est l'abbé de Choisy qui s'en émerveille, je le cite. Elle avait, dit-il, les yeux noirs, vifs et pleins du feu contagieux que les hommes ne sauraient fixement observer sans en ressentir l'effet. Jamais princesse ne fut si touchante, l'on s'intéressait à elle et on l'aimait sans penser que l'on pût faire autrement. Ah oui, c'est elle, un peu l'âme de cette cour et la reine des plaisirs, des fêtes de ce début d'été 1661, et d'autant plus que la reine alitée est maintenant presque en train d'accoucher. La cour jase, quand même, c'est quand même étrange, ces galanteries, cette espèce de passion qui alarme beaucoup la reine-mère, qui ne peut pas voir son fils et sa belle-fille avoir comme ça une véritable affaire, si j'ose dire, devant tout le monde. Elle est furieuse, Anne d'Autriche. Elle est très pieuse, vous savez. Elle observe de très près la conduite de son fils aîné, de ce roi dont elle ne supporterait pas les écarts.
Ça pourrait bien d'ailleurs créer aussi une dissension entre les deux frères, parce que même si monsieur n'est pas très porté sur les dames, vous le savez, voir comme cela sa femme devenir la galanterie du roi, c'est quand même une chose un peu terrible. Et devant tous ces bruits et cette agitation fébrile, Louis XIV et Henriette décident de faire diversion. Le roi va montrer clairement qu'il fait la cour à d'autres femmes. C'est une question, il s'agit de faire diversion, de montrer, donner l'illusion que son idylle avec Henriette est bien terminée. Et parmi les jeunes femmes qui viennent là pour cet office, si je puis dire, il y a une des dames d'Henriette, qui est issue d'une modeste noblesse du Bourbonnais. Elle entre dans l'orbite du soleil, si je puis dire, c'est mademoiselle de Lavallière, dont la beauté est certaine mais sans ostentation, dont l'allure est gracieuse mais discrète et dont le talent pour la danse a tout pour captiver Louis XIV. Et puis elle est pudique, Louise, elle est sincère, tout ça contraste beaucoup avec les intrigues et les frivolités de cette cour. Il y a cette simplicité chez elle qui touche, qui émeut le roi. La vérité, c'est que, comme dans les bons vaudevilles, Louis XIV voulait donner le change. La vérité, c'est qu'il tombe lui-même amoureux de cette jeune personne. C'est une relation qui n'évite pas d'autres galanteries, puisqu'il se trouve que le puissant surintendant des finances, Nicolas Fouquet, va lui aussi tomber sous le charme de la jeune femme. Il essaie de faire de Louise de Lavallière une des nombreuses informatrices dont il dispose dans un cabinet extrêmement bien constitué. Ça crée tout un enchevêtrement d'intrigues. Vous pouvez découvrir tout ça dans un joli livre qui vient de paraître, qui s'appelle « Vie de cour, théâtre et musique au temps du roi Soleil », un livre de Patrick Daguenet. Voici ce que nous dit Patrick Daguenet. « L'histoire est en marche et le pauvre Fouquet ne perd rien pour attendre. Pour l'heure, c'est bien à l'occasion de la création du ballet des saisons à la fin du mois de juillet 1661 que les rivalités et les tensions amoureuses au sein de la cour se cristallisent et que Fontainebleau connaît un de ses plus beaux moments de gloire. » Ce ballet des saisons, il a été commandé par le roi dès le mois de mai. Louis XIV avait bien l'intention de célébrer les plaisirs, l'harmonie, la jeunesse, disons les choses. C'est une démonstration en même temps de puissance et de magnificence qu'il veut donner. Il l'a déjà fait dans le passé. L'argument est simple. La blonde Cérès tombe amoureuse d'une de ses nymphes qui, sur scène, va être incarnée par mademoiselle de Lavallière, bien entendu. Quant au printemps qui paraît à la 8e entrée du ballet, est-ce que j'ai besoin de vous dire qui va danser, incarner le printemps? C'est Louis XIV en personne, bien entendu. Ce printemps, il symbolise la paix qui a été rétablie par le traité avec l'Espagne et par le mariage avec l'infante d'Espagne. Le roi est très remarqué dans ce ballet. Il adore danser, Louis XIV. Vous vous rappelez qu'en 1653, il avait déjà été le centre de toutes les attentions et admirations dans le ballet de la nuit, où il apparaissait en costume de soleil. Il représentait le centre de l'univers, autour duquel gravitaient des constellations qui représentaient aussi les vertus. En 1661, voici donc qu'il relance les choses. Il se remet en scène dans ce ballet des saisons, ballet à 9 entrées sur un livret d'Isaac de Benserade, musique de Lully, ai-je besoin de le dire, et c'est de nouveau l'abbé de Choisy qui commente. Il y dansa, il parle du roi, avec cette grâce qui accompagnait toutes ses actions et cet air de maître qui, même sous le masque, le faisait remarquer entre les courtisans les mieux faits. Le succès est immense de ce ballet qui va être donné 6 fois, ballet qui en plus est totalement magnifié par les machineries incroyables de Carlo Vigarani, qui a créé toutes sortes d'effets stupéfiants. La cour est émerveillée. Il y a un moment carrément des fontaines qui jaillissent et qui se mettent à ruisseler sur la scène. C'est Jean-Marie Apostolides, dans un ouvrage qui s'appelait Le Roi Machine, qui a bercé littéralement mon adolescence. C'est lui qui racontait à quel point Louis XIV était metteur en scène de sa propre gloire, mise en scène du pouvoir royal, apothéose qui, pour cadre, a choisi le palais de Fontainebleau. Franck Ferrand sur Radio Classique.
Vous vous rappelez peut-être le film que Roberto Rossellini avait fait, magnifique film dans les années 60 sur la prise de pouvoir de Louis XIV au printemps 1661. « J'ai bien voulu laisser gouverner mes affaires par feu monsieur le cardinal, il est temps que je les gouverne moi-même », dit le jeune roi à tous ses ministres éberlués. Il y en a un qui ne veut pas le croire parmi les ministres en question, c'est celui qui est surintendant des finances depuis 1653, l'homme le plus riche, sans doute le plus puissant du royaume de France, et qui n'a pas compris que ce jeune roi, qui jusqu'alors s'était un peu moqué des affaires, va décider de tout prendre en main personnellement. Il se dit, Nicolas Fouquet, puisque c'est lui dont je vous parle, il se dit que Louis XIV ne tardera pas à repartir à ses petites affaires de cour et qu'il va laisser tranquille les gens dont c'est le métier. Eh bien non, c'est pas du tout ce que Louis XIV va faire. En vérité, disons les choses, en cet été 1661, Fouquet a cumulé les erreurs. D'abord, il a essayé, je vous l'ai dit, de se faire une alliée, même une informatrice de Louise de la Vallière. C'était pas bien choisir son sujet, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Ensuite, il n'a pas compris que Colbert travaillait contre lui. Colbert l'a poussé à vendre sa charge de procureur général au Parlement le 10 août, charge qui le rendait intouchable, qui n'aurait pu le faire juger que par ses pairs directs. Sauf que cette charge maintenant, elle a été vendue, et pendant ce temps, Colbert, et depuis longtemps, a instruit un véritable dossier contre Fouquet. Et puis, il est vrai que Fouquet également avait fait fortifier Belle-Île, c'est-à-dire qu'il s'est mis en position de défiance envers la couronne, ce qui va beaucoup faciliter sa chute. Et puis, l'erreur fatale, la quatrième, si je puis dire, c'est d'organiser le 17 août 1661, pas très loin de Fontainebleau, une grande fête où toute la cour est invitée. Alors évidemment, la reine, qui vraiment là maintenant est dans une position trop avantageuse, comme on disait à l'époque, ne va pas pouvoir y participer, mais c'est la grande fête de Vaux-le-Vicomte, comme nous disons, hein, où resplendiront musique, eau, lustres et étoiles, nous dit Jean de La Fontaine, et qui va mobiliser tous les grands talents de l'époque. Molière, La Fontaine, bien sûr, Corneille, Lebrun, Le Veau, le nôtre, Vatel, bien sûr, qui est le maître d'hôtel de Fouquet. Louis XIV est très irrité par cette démonstration de faste qui lui montre les prévarications de son surintendant et en quittant la fête, dira-t-il à sa mère, hein, à Anne d'Autriche, « Madame, ne ferons-nous point rendre gorge à ces gens-là » Vous connaissez la suite. Le 29 août, à 9h du matin, le roi quitte Fontainebleau pour Nantes. Le but, c'est de convoquer à Nantes le surintendant des finances. On l'éloigne de tout ce qu'il peut avoir comme appui et comme soutien dans la région de Paris, et on va le faire arrêter par un certain D'Artagnan, n'est-ce pas ? 3 ans de procédure, Fouquet est condamné au bannissement, mais ça ne suffit pas à Louis XIV, qui va exceptionnellement user du droit de grâce du souverain pour aggraver la peine. C'est un cas assez incroyable. Ce qui veut dire que le grand Fouquet va finir dans un cul de basse-fosse. Il finira sa vie à la forteresse de Pignerol dans les Alpes. Et celui qui le remplacera à la tête des grandes affaires s'appellera évidemment Jean-Baptiste Colbert. Franck Ferrand sur Radio Classique. Alors bien sûr que le roi rentre ensuite à Saint-Germain, la cour est celle de Saint-Germain. Ensuite, en 1682, 21 ans après l'été dont nous parlions, Louis XIV installera sa cour à Versailles, ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il abandonne Fontainebleau. Fontainebleau va devenir le séjour des chasses, c'est-à-dire on s'y rend plutôt à la saison froide, quand les arbres se mettent à perdre leurs feuilles. On s'habille plus chaudement qu'à Versailles. On vient fêter là notamment la traditionnelle Saint-Hubert. Et Louis XIV va continuer d'honorer Fontainebleau d'une présence annuelle. Et puis il y aura de grands événements. Entre l'automne 1690 et l'automne 1700, c'est l'ex-roi d'Angleterre en exil, Jacques II Stuart, qui va effectuer à Fontainebleau 10 séjours consécutifs. Christine de Suède y était venue. D'ailleurs, c'est le 2 septembre 1679 qu'est signé le traité de paix entre la France, la Suède et le Danemark.
Le 5 novembre 96, ce sera l'arrivée à la cour de Marie-Adélaïde de Savoie, la future duchesse de Bourgogne, la mère de Louis XV. Louis XV qui, beaucoup plus tard, en 1725, se mariera à son tour avec Marie Leginska à Fontainebleau. Et puis, bien sûr, ai-je besoin de vous rappeler la date terrible du 18 octobre 1685. C'est la révocation par Louis XIV de la grâce d'Alès, ce qu'on appelle un peu rapidement la révocation de l'édit de Nantes. Cet édit de Nantes qui avait été accordé aux protestants en 1598 par son grand-père Henri IV. Louis XIV oblige les protestants désormais à se convertir, et vous savez qu'un très grand nombre d'entre eux, et parmi les plus brillants du royaume, vont choisir le chemin de l'exil. Erreur funeste d'un Louis XIV sans doute mal conseillé par Louvois, erreur qui va coûter cher à la France et qui marque le basculement du règne. Il y a un premier règne de Louis XIV jusqu'à 1685, et puis ensuite, pendant les 30 longues dernières années, de 1685 à 1715, il y a cette deuxième partie plus sombre et qui deviendra même, dans les derniers temps, crépusculaire, et qui me fait dire que pas loin derrière Versailles, Fontainebleau aura bel et bien été le second centre de gravité de la cour du grand roi. Ce qui est inouï, c'est qu'après Louis XIV, Louis XV bien sûr, et même Louis XVI et Marie-Antoinette feront de Fontainebleau un séjour privilégié avant que Napoléon n'en fasse, vous savez, la demeure des rois, disait-il, et le palais des siècles. Vous écoutez Radio Classique.